Bonjour, vous êtes sur le podcast Histoire de devenir moi et vous écoutez le témoignage d'Isabelle, chapitre 4. Bonne écoute. Est-ce que tu peux me lire le process ? Ok. Alors, je vais rapidement vous expliquer la procédure pour la recherche, sur les recherches de votre naissance. Donc, pour y arriver, nous avons besoin... Attends, déjà, ils disent là, heureusement, nous avons assez d'informations identifiantes sur votre mère biologique pour faire cette recherche. Ouais. Donc, c'est-à-dire que tu aurais pu recevoir... Enfin, il y a des gens qui reçoivent, on n'a pas assez d'informations. Ouais, tout à fait. Comme c'est le cas pour mon père, par exemple. Je suis désolée parce que nous avons que le nom biologique le nom de votre père biologique. Non, c'est pas that we only have biological at that time. Je suis désolée car nous avons que le nom de votre père biologique, son âge et son ancienne adresse au moment. À ce moment-là. Au moment de l'adoption. Je sais pas pourquoi il s'excuse de ça. Ça veut dire qu'il n'y a pas assez d'infos pour aller au-delà. Non, mais c'est vrai que c'était pas très clair. Mais parce qu'il dit, à mon avis, il y a beaucoup de chances qu'on n'arrive pas à faire les recherches sur la date de naissance de votre père, mais j'essaierai. Parce qu'en fait, c'est en Corée, la moitié de la population a le même nom. Donc ça se fait Kim Park Choi, tout le monde s'appelle Kim Park Choi, donc il faut avoir le nom de famille de quelqu'un. C'est pas du tout ça qui t'aide à retrouver une personne. Il faut avoir la date de naissance. Et si t'as pas la date de naissance de quelqu'un, c'est très difficile de retrouver une personne. Donc c'est ça ce qu'ils disent. On n'a pas la date de naissance de votre père, donc ça va être compliqué de faire les recherches pour votre père. Par contre, pour votre mère, on a plus d'infos, donc c'est possible. Ah, excuse-moi, en fait, c'est à cause de moi, t'as pas pu lire bien l'email parce que j'ai mal vu. Du coup, tu disais, tu peux reprendre là ? Je dis, je vais vous expliquer rapidement la procédure sur le processus de recherche de votre naissance. Donc, pour y arriver, nous avons besoin d'identifier la naissance de vos parents, donc leur nom de naissance, leur date de naissance, et les 3 numéros du numéro de registre coréen. Les 13. Pardon, les 13. Ce qui correspond, ce que je te disais, à l'équivalent, mais pas du tout, de numéro de sécurité sociale. Donc, ce procédé se fait seulement avec la coopération de l'agence gouvernementale NCRC, qui est le Centre national des droits de l'enfant. Donc, en fait, donc la Holt est une entreprise ? Ou une ONG ? Ouais. Et en fait, donc voilà, donc c'est la Holt qui me donne mon dossier d'adoption. À partir de là, si moi je le demande, je transfère la suite des recherches à la NCRC, qui, eux, font la recherche de ce registration number pour en savoir plus. Et qui font la demande de sollicitation, si ça aboutit, auprès des personnes. Et la demande de sollicitation, c'est eux qui les appellent ? Comment ça se passe ? C'est des courriers qu'ils envoient. Ils m'expliquent que c'est 3 courriers qu'ils envoient successifs pendant les 45 jours qui suivent. Mais qu'au-delà de ça, si la réponse est non, s'ils ont une réponse officielle, de la part des personnes sollicitées, qui explicitement refusent, tout s'arrête là. Parce que là, on rentre dans le respect de la vie privée des gens. Donc là, c'est une fin de non-recevoir. Tu peux pas aller au-delà dans tes recherches. Ou alors, à l'encontre, tu peux faire toi-même tes propres recherches sur les réseaux sociaux et tout. Mais en tout cas, d'un point de vue du droit coréen... Le droit à la vie privée des parents biologiques est supérieur au droit d'un enfant adopté de retrouver le contact de ses enfants biologiques. Non, il n'est pas supérieur complètement parce que en fait ils ont le droit de l'exprimer. Après, s'ils répondent pas, ils disent tu peux continuer tes recherches. Dans le document qui précise tout ça en détail, ils expliquent qu'on peut même faire des recherches d'ADN si on veut. Enfin, c'est par contre si la personne en face qui a été contactée expressément dit non, je ne veux pas rentrer en relation, à ce moment-là, tu n'as plus le soutien des autorités coréennes pour forcer ça, quoi. Compris. Mais j'ai appris aussi que c'est là où c'est assez fou que le gouvernement coréen avait donné la possibilité pour les enfants adoptés de demander la nationalité coréenne. Donc dans certaines conditions, c'est-à-dire qu'il faut vivre sur place, faire les démarches sur place et tout ça, mais c'est fou. Parce que moi, je pourrais avoir la double nationalité française et coréenne. Et ça me semble fou. Parce que
Je m'appelle Isabelle Batteste, quoi. Enfin, tu vois, je suis née dans le ventre de ma mère Pierrette. Mais si je veux, je peux aussi être coréenne. Et du coup, tu reçois ça. Donc je reçois ça. Et tu décides quoi? Je décide, ok, je poursuis les recherches, je fais, très bien. Parce que tu disais tout à l'heure, moi j'envoie cet email, je sais pas pourquoi. Si. Ma sœur me dit, je vais en Corée. Ouais. Viens. Tu dis oui. Je mets une casquette dédente, je me pose pas trop de questions. Je sais pas pourquoi j'envoie cet email et me voilà dans une interaction soudaine où là je découvre que je peux. On peut envoyer 3 courriers à mes parents biologiques. Là du coup, si tu dis ok, je continue, il y a un acte volontaire. Ah bah oui. Pourquoi là, je me rends compte que c'est hyper concret et qu'en fait. Pendant toutes ces années, j'avais l'impression que c'était me lancer dans ces recherches, c'était quelque chose enfin, tu vois, c'était l'Odyssée d'Ulysse. Là, je me rends compte que j'envoie un mail. À 24 heures à peine après, j'ai une réponse. Une semaine après, j'ai un dossier avec des infos précises sur mon abandon. Que mes parents possiblement sont vivants. J'ai la procédure pour les contacter. Tout d'un coup, tout devient hyper concret et accessible. Et donc... Tu t'es posé la question de pas le faire? Ah bah non. Maintenant, le process, il est enclenché, quoi. Et du coup, j'ai envie d'aller au bout du truc. Pas d'hésitation? Non, là, j'ai aucune hésitation parce que les choses se matérialisent. C'est plus une vague idée... où il faut dépenser une énergie de dingue pour qu'il se passe quelque chose. Non, là, c'est... T'envoies un mail, une réponse, tu dis oui, hop, les procédures continuent. Et ouais, maintenant, le plus d'infos je pourrais avoir, mieux ce sera. Peut-être je regretterai cette phrase plus tard, mais là, je suis plutôt dans cette posture-là. Ce que je peux savoir, j'ai envie de le savoir. Ce qui est disponible. Alors, pas à n'importe quel coup, je n'ai pas arrêté de vivre, lâcher tout ce que j'ai là et dépenser tout mon argent et mon énergie pour ça. Mais en tout cas, ce qui me semble faisable à mon niveau, j'ai envie que ça soit fait, quoi. Donc tu dis go. Là, du coup, aujourd'hui, on enregistre, on est le 23 septembre. Déjà, tu pars en Corée dans combien de temps? Dans même pas un mois. Je pars le 16 octobre. Donc on est au milieu des 45 jours. Y a déjà combien de courriers qui ont été envoyés à tes parents biologiques? Ah non, avant ça, ils ont dû retrouver le registration number. Ouais. Et donc j'apprends, il y a peu de temps, que comme prévu, le registration number de mon père, c'est compliqué. Mais par contre, donc j'apprends le 20 septembre, il y a 3 jours, que le registration number de ma mère biologique a été désactivé le 19 août 2022. Donc si tu te rappelles de la temporalité, moi j'envoie le mail initial un 21 août. Donc 2 jours avant que ma mère biologique ait désactivé son registration number. 2 jours après? Enfin, 2 jours après. 2 jours après. Et donc sans registration number, on ne peut pas retrouver les gens. Et il existe moult raisons pour lesquelles les gens désactivent. La plus basique, c'est parce qu'ils déménagent, mais que quand tu déménages et que t'es locataire pour être à nouveau locataire ailleurs, t'es obligé de le réactiver le jour de ton emménagement. J'apprends ça par mon amie coréenne. Alors explique-moi déjà le registration number, le numéro de registre. Donc c'est pas notre sécu, c'est pas notre numéro de sécu, mais c'est un numéro unique que n'importe quel citoyenne garde tout au long de sa vie, mais qui peut être activé ou désactivé. J'apprends ça, parce que moi j'avais pas capté. Je pensais que... Bah ouais. Voilà. Non, je comprends pas. Pourquoi un ou une Coréenne a l'envie ou le besoin de désactiver son numéro? Eh ben, j'en sais rien. Tout ce que je comprends, c'est que un des cas, c'est pour un déménagement, parce que tu dois être enregistré dans ton district de référence, et donc tu le désactives quand tu habites dans tel arrondissement, et tu le réactives ailleurs dans une autre administration. Toujours est-il que son registration number, ils me disent, n'est plus valide depuis le 19 août. Mais ça ne veut pas du tout dire qu'elle est morte.
C'est-à-dire juste qu'il est plus valide. Et donc, mon ami Corinne m'explique, oui, on le désactive quand on déménage. Mais quand on déménage, on le réactive là où on se trouve. Là où on est emménagé. Sauf si elle a emménagé dans son logement où elle est propriétaire. Et donc, mais je comprends qu'il y a d'autres situations où tu désactives ton... Enfin, tu vois, peut-être quand tu changes de boulot aussi, j'en sais rien. Mais donc, 2 jours avant, elle désactive son truc. Pour on ne sait quelle raison. Et là, il me propose, il me dit, donc il explique, pour votre information, en Corée, on doit reporter dans son... chacun doit reporter à son bureau de son district à chaque fois qu'il déménage toutes les infos sur son lieu de résidence. Même si tu déménages dans le même district. Oui, tu dois notifier. Ouais, voilà. However, mais cependant, elle ne l'a pas fait. Et donc, il me propose de réouvrir la recherche sur ma mère biologique à travers la NCRC pour voir si elle a fait un changement ou si le numéro a été réactivé plus tard, des années plus tard. Enfin, on peut le faire few years later. Je sais, parce qu'en fait, on ne sait pas quand est-ce qu'elle va le réactiver. Et donc, j'en suis là. C'est-à-dire, moi, j'ai pas compris l'option qu'on te donne là. Eh ben, on me donne, comme le numéro est désactivé, on ne peut plus on ne peut plus savoir où elle est, on ne peut plus la contacter. Donc, réessayer de demander son registration number dans quelques années pour voir s'il a été réactivé. Voilà où j'en suis. Et t'en penses quoi? J'en pense que... Enfin voilà, ça s'est fait à 2 jours près. Et je me dis, moi je pars en Corée dans à peine un mois. Je fais pas, je demanderai si son registration number a été réactivé dans 3 semaines, quoi. Je sais pas. Je sais rien. Ou alors je me dis, elle l'a fait parce que elle l'a senti venir et qu'elle voulait pas être contactée, quoi. J'en sais rien. Après, il y a une autre explication complètement mystique. Il se trouve que j'ai revu la kinésiologue. Et qu'est-ce qu'elle m'a dit? Que j'avais subi un trauma profond dans ma vie intra-utérine à 4 mois précisément. Et elle, ce qu'elle m'explique, c'est que 4 mois de grossesse, c'est le moment où en fait une grossesse elle est visible. Elle commence à être visible. Et elle me dit, je vous propose cette explication. Vous savez ce que vous voulez. Que possiblement, là, à ce moment-là, votre mère ne peut plus cacher qu'elle est enceinte. Et donc, elle sait que, en fait, elle va être complètement rejetée à cause de cette grossesse, quoi. Enfin, en tout cas, ça va foutre en l'air sa vie telle qu'elle est organisée là, quel que soit ce qui va s'en suivre. Et donc, parce que ça a mis en route chez moi, et ça c'est le jargon kinésiologique, le programme peur d'être rejetée parce que pas intéressante, quoi. Pas digne d'intérêt. Et donc ça, c'est ce qu'aurait vécu ultra violemment ma mère biologique au moment de ces 4 mois. Voilà, le rejet de ses proches, de sa communauté, tout ça. Et d'être reléguée parce que plus digne d'intérêt, et donc... Et voilà. Bon, ça semble logique, tu vois, elle te le dit comme ça, tu le prends comme ça, mais... Mais c'est marrant parce que je l'ai vu juste en revenant je crois, pas très longtemps quand même, en revenant... De ton voyage en Asie. Ouais. T'as l'élan d'aller... de mettre de l'énergie à comprendre comment le registration number en Corée fonctionne, à essayer... avant ton départ des choses? J'ai envie d'en savoir le plus possible et en même temps, je suis pas acharnée. Je me sens pas profondément blessée de mon abandon et d'absolument vouloir mettre la main sur mes parents biologiques pour trouver des réponses. Et si je dois... Enfin, tu vois, je trouve ça fou. 2 jours avant, elle désactive son truc. Peut-être ça doit pas se faire, quoi. Et ça se fait pas, et
Et j'ai eu d'autres réponses. Je connais les conditions de mon abandon. Après, je peux encore me faire des films sur oui, dans quelle mesure elle aurait voulu me garder, et finalement c'est ma grand-mère, dans quelle mesure ma grand-mère, en fait, elle dit oui, c'est pour mon bien, mais en fait, c'était elle parce que c'est trop la honte en Corée d'avoir une fille mère dans une famille, donc toute la famille est, comment dire, est rejetée, quoi. Et donc c'est elle, pour sa sauvegarde de sa réputation à elle, qu'elle pousse sa fille à m'abandonner, ou pas, ou peut-être que vraiment elle veut le mieux pour moi et elle se dit que j'aurais beaucoup plus mes chances ailleurs. J'ai envie de savoir la tête qu'elle a, dans quelle mesure ce que je suis, ça vient d'elle ou pas. Parce que même si j'ai grandi complètement intégrée, en pur produit d'intégration à la française, bah, y a des choses qui sont inexplicables de ce que je suis et que je dois pas du tout ni à mon éducation ni à mes parents. Comme quoi, par exemple ? Bah justement, je pense que c'est une très grande liberté et d'être assez déconnecté malgré tout de ce poids social, tout en, tu vois, en étant très consciente de, tu vois, de me dire mais j'ai fait un truc très fort par poids social de cette maternité. Me dire bah je suis pas assez forte pour assumer d'être une femme sans enfant. Et en même temps, Et en même temps, ouais, il y a quelque chose de, c'est indescriptible, hein. Je trouve de vibrant en moi que je vois pas du tout dans ma famille, quoi. Enfin, et en même temps, ça peut être, y a plein de gens, ils se reconnaissent pas dans leur famille. Donc, sauf que moi, j'ai une option pour me dire, ça se trouve, ça vient d'ailleurs, que toi t'as pas, quoi. Bah, tu vois, toi t'es différent de ton père et de ta mère, ou tes oncles et tantes, ou tes cousins, mais bon, bah voilà. Sauf que moi, je me dis, bah ça se trouve, ça vient d'ailleurs et j'ai envie de savoir d'où ça vient ou pas et pourquoi. Et enfin, pas et pourquoi, mais comment. Et ton envie, elle est dépendante de la facilité du processus. C'est ça que j'entends dans nos échanges. Toi, tu dis, les emails font des allers-retours, j'y vais parce que c'est simple. Là, tu as une forme le process s'arrête. C'est plus simple, là. Et ce que j'entends, c'est qu'une fois que ça sort de la simplicité, toi, t'as pas envie de dépenser trop d'énergie, c'est ça ? Bah ça, c'est plus révélateur de ma façon de naviguer dans la vie. Où j'ai l'impression que les choses sont justes quand elles sont fluides. Et quand elles se heurtent à des choses, c'est que c'est pas juste. Et que c'est pas le moment. Que c'est pas le chemin. Et donc là, je trouve que la temporalité est tellement précise que je me dis, soit j'ai envie d'aller contre, et effectivement je force et coûte que coûte, je continue. Soit j'écoute cette synchronicité, quoi. Et je me dis, qu'est-ce qu'elle te dit, quoi. Ou qu'est-ce que comment t'as envie de te l'interpréter, ouais. Et voilà. Non, c'est sûr que moi, j'ai pas du tout envie d'y aller en force. Pas du tout. Parce que j'ai ce champ énorme à explorer et qu'en fait, la rencontre et la recherche de mes parents biologiques, c'est juste une partie de ce champ, quoi. Oui, c'est une partie énorme, mais pas unique. Et donc là, je pars en Corée et j'ai envie d'aller explorer pendant ces 15 jours de voyage ma terre d'origine, ma culture d'origine. Et ça fait partie de cette quête dans laquelle s'insère ma quête, ma recherche sur mes parents biologiques. Mais par contre, j'ai envie d'aller dans le quartier, tu vois, où j'ai passé mes premiers 5 mois, et comme ma sœur, en fait, elle a appris qu'elle n'était pas du tout née à Séoul, mais à Busan. Et donc, je crois qu'elle a même le quartier où son père, et elle a appris que son père était décédé. Et on a envie d'aller dans la ville où il a vécu et où elle a été abandonnée. Et ouais, aller voir, quoi, même si ça a forcément rien à voir avec ce que c'était il y a 50 ans, quoi. Enfin, toi, 45 ans, 40 ans. Parce que ta sœur, elle a eu une autre réponse par rapport à cette démarche de contacter ? Non, mais elle a eu une autre histoire. Les conditions de son abandon sont pas du tout les mêmes.
Donc elle n'a pas la possibilité de l'envoi des 3 lettres. Bah non, parce qu'elle a appris que son père était mort et que sa mère n'a jamais... Il n'y a aucune trace d'un registration number. Elle s'est désintégrée, sa mère. Donc, apparemment, ils n'ont pas de preuve qu'elle est décédée. Donc, le plus crédible, c'est qu'elle est partie vivre à l'étranger. Mais peut-être qu'il y a d'autres cas de désactivation de ce numéro de registre. Mais c'est qu'ils n'ont même pas la date de la désactivation. C'est ça qui est fou. J'ai une autre question. Est-ce que tu t'es posé la question de pourquoi tes parents biologiques n'ont pas tenté de te recontacter? Et j'ai l'impression que c'est une question un peu idiote. Donc du coup, j'ai envie de te demander, est-ce qu'il y a des forums, est-ce que c'est fréquent ou extrêmement rare que des parents biologiques décident de tenter de recontacter? Est-ce que c'est fréquent, très rare? Est-ce que t'en sais rien? Eh ben, je m'étais jamais pas vraiment posé la question. Et en fait, ce que j'ai compris, c'est qu'ils ont pas le droit. Donc, en fait, les informations qui sont à la disposition de l'agence, en fait, ils ont pas le droit d'y avoir accès. Donc, eux, justement, pour éviter des... En fait, je veux reprendre mon enfant, mais qu'il y a des recherches qui sont faites. Et j'ai aucune idée. En tout cas, je suis tombée sur une thèse qui a été rédigée par une Française, alors peut-être d'origine coréenne, sur des mères qui ont abandonné leur enfant, qui a été adopté en France, ou peut-être même ailleurs, je sais plus, et qu'elles ont retrouvé des années plus tard. Et j'ai pas fini de lire la thèse, mais en tout cas, le début de ce qu'elle pose comme hypothèse, et elle travaille autour du corps symbolique, corps sociologique, corps physique, enfin, corps biologique. Et pour la première fois de ma vie, j'ai effectivement pensé cette histoire d'abandon, d'adoption, vraiment du point de vue de la mère, où moi, jusqu'ici, quand je le pensais du point de vue de la mère, c'était juste pour, si je la retrouve, je lui dirais qu'en fait j'ai une vie heureuse et qu'il faut pas qu'elle culpabilise. Faut plus, en tout cas, si elle a culpabilisé de m'avoir abandonnée, faut qu'elle s'enlève ce poids-là, quoi. C'est plutôt ça ma motivation, de me dire c'est horrible d'avoir porté une vie entière avec ce poids d'un abandon qu'on voulait pas, et si je dois la recroiser, c'est de ça dont je voudrais la libérer, au-delà de moi savoir à quoi elle ressemble, est-ce qu'on peut faire un truc ensemble ou pas, et là, dans cette thèse-là, en fait, ce qu'elle pose de façon hyper forte, c'est qu'une mère, une fois qu'elle a porté un enfant dans son ventre, elle est mère toute sa vie. Et que avoir été mère biologique, c'est pas je suis une femme, je porte un enfant et après je redeviens une femme comme avant. Mais en fait, non. Et que ton corps biologique, qui est devenu un corps biologique de mère, reste un corps symbolique de mère toute ta vie. Et ça, j'ai trouvé ça hyper intriguant pour moi, hyper interrogeant aussi, après si on veut extrapoler sur les enjeux de société, sur les cas des mères porteuses et tout ça, mais et que tout ce qui se joue après d'un point de vue sociologique et symbolique de ton rapport pas uniquement au poids, regard de l'autre, ça, mais comment tu te construis en tant que mère toute ta vie, à partir du moment où tu as été déjà mère sans l'assumer, en fait, d'un point de vue social, éducatif. Comment ces questions-là que tu poses impactent justement ton envie de la retrouver, cette mère? En gros, ce que tu dis, c'est ma mère biologique et elle me porte encore en elle. C'est ça, si j'ai compris. Comment ça impacte ton cheminement, là, ta réflexion actuelle autour d'aller la rencontrer? Ça contribue à réhabiliter. En miroir, elle continue de me porter en elle, de l'ordre, sans doute même de l'inconscient, plus ou moins inconscient, j'en sais rien, mais ça veut dire que moi, je continue d'être portée par elle. Et chose que vraiment, je m'étais jamais envisagée. Donc non seulement pour moi, elle était réduite à néant parce que ma vie avant mes 5 mois, elle n'existe pas.
Après, tu vois, j'ouvre la porte en me disant ah, mais il s'est passé quelque chose en fait avant avant mes 5 mois. J'ai quand même eu une vie entre 0 et 5 mois. Après, je réalise que j'ai eu une vie intra-utérine. Il s'est passé des choses qui ont influé sur ma vie pendant ma période intra-utérine. Et après, je me rends compte qu'en parallèle de toute ma vie complètement intégrée de française, qui ne suis qu'une française et qui vient du corps de ma mère adoptive, mais en fait, se jouait à l'autre bout du monde un lien complètement invisible et, enfin, je sais pas de quel ordre, hein, dans quelle dimension on se trouve, mais où je continue d'être portée par cette femme à l'autre bout du monde, comme étant son enfant. Et donc, ouais, la question c'est comment ça se joue chez moi, là, d'être quand même symboliquement toujours l'enfant d'une autre, quoi. Et c'est la question que tu poses ou tu as des premiers éléments de réponse? Ah non, j'ai zéro réponse. Hein. J'ai vraiment zéro réponse. Là, je suis embryonnaire, fétale par rapport à cette réflexion. L'image est belle. Ah ouais. On est tellement différents et je suis tellement dans le forcing, moi. J'ai envie de faire 1000 recherches sur le registration number, de ça veut dire quoi, comment il se désactive, quels sont et j'ai envie j'ai envie aussi de me dire que j'ai suffisamment d'informations. Si je suis Isabelle, j'ai suffisamment d'informations de son quartier ou de choses pour aller taper à des portes et croire que la magie peut opérer au-delà de l'email. C'est-à-dire, je peux aller rencontrer des gens, créer une rencontre. Donc peut-être que mon insistance a des limites tout de même, pas à n'importe quel prix, mais que juste répondre à des emails de façon passive, je peux donner plus sans pour autant utiliser un carburant malvenu, tu vois, et faire du forcing. Pas toi. T'as pas envie... parce que là, en fait, l'email que tu viens de recevoir il y a 3 jours qui dit « c'est désactivé », moi, je vois une porte qui s'ouvre. Ça dit rien. J'ai envie de l'appeler, là, la dame ou le monsieur, de lui dire, mais explique. J'ai envie de lui demander, ai-je d'autres options que d'attendre des années? J'ai envie de lui demander, pouvez-vous me mettre en contact avec des enfants adoptés qui ont eu ce cas-là et qui ont retrouvé? Tu vois, j'ai envie d'aller demander à des gens qui ont réussi malgré ce manque de registration number. Mais je crois que c'est pour ça que je déteste les énigmes. Parce que du coup, moi, je sais pas du tout. Ah, je déteste les jeux à énigmes, ça me saoule. Justement, d'avoir à déplier toutes ces questions que tu viens d'énumérer, là. Ah, mais ça m'excite pas du tout, moi. Ah, ça me stimule pas du tout. Ouais, je crois qu'en fait, je suis sur un plan poétique. Là, le registration number a été désactivé et ça ouvre une nouvelle porte d'exploration et de questionnement, mais pas du tout sur un champ pratique, quoi. Pas du tout. Ouais. Mais je sais pas sur quoi. Hein. Moi, je crois que ça me fait peur. Moi, j'ai peur qu'à 3 jours près, ce 3 jours près, il me saisit à la gorge. Du coup, j'ai envie d'avoir du pouvoir sur la vie, sur ma vie, tu vois. Je me dis, mais non, attends, c'est quoi ce délire, en fait, à 3 jours près, mais poussez-vous, tu vois. Et je suis dans la non-acceptation. Je suis pas du tout bouddhiste. C'est peut-être ça la conclusion. Comment tu navigues, c'est à 3 jours près, toi? J'ai vraiment là le ventre qui se serre un peu. Ah non, moi moi je ressens une énergie de... Tu sais, comme tu vois, un espèce de courant qui part de moi et qui a essayé de l'attraper. C'est comme si elle avait senti le courant d'air froid dans son cou. Et il fait, ah non, je veux pas ça. Et hop, qu'elle prenait la poudre d'escampette. Et que moi je suis derrière et je fais, mais non, en fait, moi je veux pas te faire flipper, quoi. Prends la poudre d'escampette. Trace. Et je trouve que... Ouais, et toi, comme si on était sur un autre plan de communication, elle avait senti le truc. Elle a capté, quoi.
je me mettais en chemin. Elle a capté que j'étais... que tout d'un coup, j'avais réalisé que, en fait, elle existait. Et peut-être qu'elle a mis des années... c'est des hypothèses, hein. Enfin... on peut se mettre sur la table que peut-être elle a mis des années, elle, pour faire la paix avec elle-même et c'est bon, quoi. Elle veut plus ouvrir la porte de ça. Ou justement, elle a pas du tout fait la paix et qu'elle flippe, elle se dit, mais si elle me met la main dessus, mais... elle va me vomir dessus, quoi. Ou, enfin, j'en sais rien. En tout cas, elle est pas prête, elle a pas envie et tu vois, c'est donner un comportement rationnel à des trucs qui sont complètement... mais inexplicables. Enfin, voilà. Mais moi, je le vis pas du tout comme... non, ça me va. Ça me va de me dire, à 3 jours près, désactive sont la seule clé par laquelle je peux facilement arriver à elle. Donc, je sais que ça va se faire par des moyens détournés. Pas forcément que j'arrive à elle, mais en tout cas que moi j'arrive à mon chemin. Quoi qu'il n'y a jamais de but, en fait, on n'arrive jamais au bout. Mais en tout cas, mon chemin, ça sera du détourné, quoi. Mon chemin, il est pas straight, quoi. J'ai envie de te faire un câlin.